Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Imaginez un peu la scène. On est en pleine nuit, au beau milieu de l'océan, et on a des marins qui sont suspendus dans le vide sur la coque d'un supertanker géant. Ouais, c'est une image assez folle. Armés de pots de peinture en train d'effacer frénétiquement le nom de leur propre bateau. C'est ça. On se croirait vraiment dans le scénario d'un mauvais film d'espionnage. Mais en fait, c'est juste un mardi ordinaire pour ce qu'on appelle la flotte fantôme au Moyen-Orient. Tout à fait. Et c'est vraiment le cœur des sources qu'on a analysées pour cette session. Exactement. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de décrypter tous ces bouleversements géopolitiques majeurs qui sont en train de redessiner le Moyen-Orient. On va aller au-delà des gros titres pour vraiment comprendre comment les alliances se transforment. Et comment les sanctions classiques sont complètement contournées aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on a cette idée très ancrée en Occident qu'un blocus naval américain, c'est un mur de béton impénétrable. Mais quand on plonge dans les données, on découvre une ingéniosité régionale qui est juste déconcertante. C'est clair, ce qui saute aux yeux dans les documents récents, c'est vraiment la fin d'une illusion diplomatique. Pendant très longtemps, Washington ou l'Europe pensaient qu'il suffisait de déployer quelques porte-avions pour asphyxier une économie. Sauf que ça marche plus du tout comme ça, en fait. Bah non, plus du tout. Aujourd'hui, les acteurs régionaux ne cherchent même plus l'affrontement direct. Ils créent des écosystèmes parallèles, des alliances hybrides qui rendent ces tactiques du XXe siècle complètement obsolètes. Du coup, commençons par l'événement le plus flagrant abordé dans nos sources, le fameux blocus américain visant l'Iran, qui avait été mis en place sous l'administration Trump. Oui, dont le but était d'empêcher chaque goutte de pétrole iranien de sortir du pays. C'est ça, pour provoquer un effondrement économique. Mais en réalité, l'Iran exporte massivement. Et c'est là qu'intervient cette fameuse flotte fantôme. Les rapports parlent de plus de 100 navires sous sanctions. C'est énorme. Nos sources les surnomment même les Deadpool de la marine marchande. Les Deadpool? Ah ouais. Genre, ils encaissent tous les coups et ils continuent d'avancer. Exactement. Et au-delà de la peinture sur la coque dont on parlait, la technique est fascinante. Tous ces grands navires utilisent un système qui s'appelle l'AIS. C'est le système d'identification automatique. D'accord, c'est ce qui donne leur position en direct, c'est ça, hein? Voilà, pour éviter les collisions en mer. Et ce que font ces navires fantômes, c'est du spoofing, de l'usurpation, quoi. Ils utilisent des logiciels pour envoyer de fausses coordonnées. Donc un pétrolier peut très bien être en train de charger à Bandar Abbas, en Iran. Pendant que le Pentagone le voit sur ses écrans au large du Koweït. C'est exactement ça. Et parfois, ils vont même jusqu'à échanger physiquement leurs transpondeurs avec de vieux navires destinés à la casse. C'est un truc de fou. Mais du coup, en tant que passionné par ces sujets, je me pose une question. L'intelligence américaine a des satellites, des avions de reconnaissance. S'ils voient un monstre d'acier de 300 mètres là où il ne devrait pas être, pourquoi il n'arrête pas, tout simplement? En fait, c'est là qu'intervient la faille juridique. La marine américaine a des règles d'engagement très strictes. Elle ne peut cibler que des navires qui partent directement d'un port iranien sous sanction. Ah, d'accord. Donc, il y a une limite légale très précise. Exactement. Et la riposte iranienne exploite ça à merveille avec le transfert de navire à navire, le fameux STS. Le ship-to-ship. Ouais. En gros, le pétrolier iranien quitte le port et il va juste en dehors des eaux territoriales, par exemple le large de Fujairah ou de Bassora. Et là, en pleine mer, un autre navire s'approche. Un navire qui n'est pas sous sanction, j'imagine. Tout à fait. Souvent des navires grecs, pakistanais ou indiens. Ils jettent des conduites flottantes entre les deux bateaux au milieu des vagues et ils transfèrent le pétrole. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec une passoire, en fait. Le navire indien récupère le pétrole, il passe les contrôles internationaux et il dit légalement qu'il n'a jamais touché un port iranien. Voilà, le pétrole est littéralement blanchi en haute mer. Et les flottes occidentales regardent passer le bateau les mains liées par leurs propres droits maritimes. Mais c'est dingue! Et le pire, selon les données économiques qu'on a, c'est l'impact sur les marchés. Le but du blocus, c'était d'appauvrir l'Iran. Sauf que ça a créé une tension extrême. Et du coup, ça a provoqué une panique sur le marché physique du pétrole. Le marché spot, comme on dit. Oui, le baril physique, disponible tout de suite, pas les contrats virtuels. J'ai vu dans les sources que le prix du baril a pu monter à 150 $. C'est ça, les acheteurs asiatiques surenchérissent pour avoir du carburant réel. Donc l'Iran s'enrichit paradoxalement sur les barils qui passent le filet. C'est le paradoxe ultime. Mais si on bloque le détroit d'Ormuz, à long terme, est-ce que ça finit pas quand même par assécher l'économie iranienne? Ce qui est fascinant ici, c'est la différence de rapport au temps. L'Occident pense en trimestres financiers ou en cycles électoraux. Ils veulent des résultats en quelques mois. Alors que l'Iran joue sur le long terme. Exactement. Le pays est autosuffisant en fait. S'ils ont des pluies normales, ils nourrissent leur population.
Pour eux, ce blocus, c'est juste une pause stratégique avant de futures négociations. Et les sources soulignent vraiment cette résilience culturelle et structurelle. Il y a cet exemple incroyable d'un pont ferroviaire stratégique. Ah oui, celui qui a été lourdement endommagé. Ouais. Et les ingénieurs locaux l'ont reconstruit en 4 jours. 4 jours pour un pont capable de supporter des trains de marchandises. On pourrait se dire que c'est du bricolage de propagande, non? Les analystes disent le contraire. C'est de l'ingénierie modulaire d'urgence. Ils ont des sections préfabriquées. Et s'ils ne peuvent pas passer par la mer, ils ont des routes terrestres, des fils de camions ininterrompus qui traversent l'Irak vers la Syrie, ou des routes via la Russie et la Turquie. Donc ils encaissent le choc sans problème. Du coup, si le garde du corps américain n'arrive plus à bloquer l'Iran, comment réagissent les pays du Golfe? Parce que pour les Émirats ou l'Arabie saoudite, ça doit être la panique. Complètement. Surtout que les Émirats arabes unis ont subi des frappes de missiles et de drones récemment. Ça a vraiment exposé les limites de la protection américaine. J'imagine que la prise de conscience a été super brutale. Très brutal, surtout après Isam et Trump, où les relations étaient très transactionnelles. On leur demandait des milliards pour une protection qui, au final, laisse passer des drones low cost. Du coup, la confiance est brisée. Voilà, ils ont compris qu'ils doivent vivre avec l'Iran comme voisin permanent sans dépendre aveuglément de Washington. C'est ce que les documents appellent la diversité profonde. Ils prennent leur indépendance militaire. Exactement, ils ne s'appuient plus uniquement sur les armes américaines. C'est un peu comme un locataire qui voit que le gardien de son immeuble sert à rien et qui installe lui-même 3 systèmes d'alarme de marques différentes. Ouais, c'est une très bonne image. Aujourd'hui, on voit cohabiter des blindés russes, des chars français et des avions américains dans le Golfe. Si les Émirats se mettent à acheter sud-coréens ou européens, c'est pas la fin de l'hégémonie américaine dans la région? En tout cas, c'est un recul massif. L'exemple le plus parlant dans nos sources, ce sont les systèmes antimissiles. Ah oui, le fameux système Patriot américain contre le système sud-coréen. Voilà, le Patriot, c'est un système historique avec un taux d'interception d'environ 93%. Ce qui est déjà énorme. C'est très bien, mais c'était pensé pour de gros missiles balistiques à haute altitude pendant la guerre froide. Aujourd'hui, la menace, ce sont des essaim de drones qui volent au ras du sol. Et c'est là que les systèmes sud-coréens font la différence. Exactement. Ils ont été développés spécifiquement pour contrer les menaces massives et à basse altitude venant de Corée du Nord. Aux Émirats, ils ont atteint un taux d'interception impressionnant de 97%. 4% d'écart, ça a l'air de rien. Mais quand on a 50 drones qui foncent sur une raffinerie, ça change tout. C'est la différence entre une petite frayeur et un désastre économique. Et ça pousse ces pays vers ce que certains appellent un OTAN du Golfe. D'accord. Une alliance militaire standardisée entre eux, c'est ça? Voilà. Le Conseil de coopération du Golfe a un besoin vital d'intégrer ses défenses. Au lieu d'avoir un radar au Qatar qui voit pas très loin, il place des radars profonds en Arabie Saoudite. Pour mutualiser les données et anticiper beaucoup plus vite. Exactement. Mais bon, s'émanciper militairement, c'est une chose. Pour protéger leur économie, ils ont aussi besoin de sécuriser leurs exportations. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour trouver ce plan logistique, ils se tournent vers un acteur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. L'Égypte. Oui, l'Égypte fait un retour en force spectaculaire sur le devant de la scène stratégique. Pourtant, on entend souvent parler de l'Égypte pour ses problèmes de dette ou son inflation. Comment on passe de cette image de crise économique à celle d'un géant militaire et logistique? Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est assez logique. L'armée égyptienne est aujourd'hui extrêmement puissante et technologiquement avancée. Même les responsables israéliens surveillent ça de très très près. Et le développement économique est financé par les pays du Golfe. Totalement. Des centaines de milliards de dollars sont injectés par les Émirats notamment. J'ai lu dans les rapports qu'ils transforment toute la côte nord vers Alexandrie, la ville de New Alamain par exemple. Ils construisent littéralement des répliques luxueuses de Dubaï sur la Méditerranée. Ouais, c'est pharaonique. Mais l'enjeu principal n'est pas que l'immobilier de luxe, c'est surtout logistique. Face aux menaces dans la mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz, il faut des portes de sortie. Les fameux réseaux de pipelines souterrains secrets? Voilà, c'est colossal. Il est devenu plus rentable pour les pays du Golfe de financer l'Égypte et de percer de nouveaux pipelines que de risquer de perdre des milliers de milliards de dollars avec des navires bloqués en mer. Les sources parlent de tracés hallucinants. Des oléoducs qui traverseraient le désert de Rub al-Khali vers Oman pour accéder à l'océan Indien directement. Oui, ou encore des infrastructures reliant le Sinaï à Port Saïd en Égypte pour contourner complètement Israël. C'est la plus grande réorganisation du transport énergétique depuis le choc pétrolier de 73 en fait. Absolument. C'est une restructuration physique de la région. Et ce qui est frappant, c'est le contraste absolu avec ce qui se passe un peu plus au nord.
Alors que le Golfe et l'Égypte construisent des méga-projets pour l'avenir, la frontière entre le Liban du Sud et le nord d'Israël est en train d'être violemment effacée. Oui, là on est sur une dynamique de destruction totale. Et c'est crucial de le mentionner pour comprendre la région. D'ailleurs, les sources que nous avons consultées décrivent de manière très impartiale une situation humanitaire et géopolitique vraiment désastreuse. Ouais, on ne prend pas parti, mais les faits sur le terrain sont glaçants. On parle d'une stratégie militaire israélienne visant à créer un immense no man's land. Une zone tampon dépeuplée de 8 km de profondeur, allant de la frontière jusqu'au fleuve Litanie. Et les rapports utilisent un terme très fort, la gazaïsation du Sud-Liban. C'est exactement ça. La doctrine employée consiste à raser complètement certaines zones. On parle de villes entières comme Tyr ou de grands villages. D'ailleurs, les sources citent le nom de Jabalia. Alors on sait que factuellement, Jabalia, c'est à Gaza, pas au Liban. Oui, tout à fait. Mais le locuteur dans la source l'utilise comme point de référence tactique. Voilà, pour décrire le niveau de combat urbain, extrêmement dur, comme en 2006 au Liban, et surtout la tactique actuelle d'anéantissement total des infrastructures. C'est comme effacer une frontière internationale au crayon à papier pour la redessiner au marqueur indélébile, en détruisant tout sur le passage. Cela soulève une question essentielle sur la psychologie militaire derrière ça. Il faut comprendre le traumatisme historique d'Israël. Le rapport aux pertes militaires, c'est ça, hein? Oui. Dans la société israélienne, la perte d'un seul soldat a un impact psychologique équivalent à la perte de 300 soldats aux États-Unis. C'est une asymétrie monumentale. Donc, pour éviter les combats de guérilla urbaine où les pertes s'accumuleraient face au Hezbollah, ils préfèrent tout raser à distance. Exactement. Ils détruisent le théâtre d'opération lui-même. Sauf que les rapports soulignent la tragédie de cette approche. Pour des gains de sécurité à court terme, ils sacrifient l'opinion mondiale à long terme. Mais raser le Sud-Liban, ça ne risque pas de créer une hostilité intergénérationnelle qu'il sera juste impossible à effacer. Je veux dire, ces gens n'auront plus rien. C'est la grande critique stratégique de cette opération. Et ça nous amène à la menace de l'annexion, qui crée un cycle sans fin. Ah oui, les factions radicales de colons iraniens. Voilà. Il y a des groupes qui regardent ces 100 à 150 villages libanais abandonnés et qui y voient des terres ouvertes à la colonisation. C'est le paradoxe total. Tu crées une zone tampon vide pour protéger tes civils. Mais si tu laisses d'autres civils s'installer dans cette zone vide, Eh bien, ta nouvelle ligne de front s'avance. Et l'armée doit alors créer une nouvelle zone tampon encore plus au nord pour protéger ces nouveaux colons. c'est une boucle infinie de destruction. Et en plus, les sources évoquent l'hypothèse d'une distraction stratégique ultime. L'idée qu'Israël chercherait à accentuer la pression pour déclencher une nouvelle guerre civile libanaise. Oui, l'objectif théorique serait que les problèmes internes du Liban finissent par neutraliser le Hezbollah de l'intérieur. C'est un pari géopolitique extrêmement dangereux. Très dangereux. Et ça montre à quel point les acteurs de la région écrivent aujourd'hui leurs propres règles, par la force ou par l'économie, sans se soucier des cadres occidentaux. Et ça, c'est vraiment la grande synthèse qu'on peut tirer de tous ces documents. On est face à un Moyen-Orient qui ne réagit plus aux anciennes méthodes de pression. Que ce soit l'Iran, avec ses flottes fantômes qui se moquent des blocus, Ou les Émirats qui construisent leur propre indépendance militaire avec du matériel asiatique ou européen. sans oublier l'essor de cette Égypte transformée par l'argent du Golfe pour sécuriser les routes de l'énergie. Et bien sûr, cette redéfinition violente et unilatérale des frontières au Sud-Liban. Tout ça, ça prouve une chose. Que la hiérarchie des puissances est en train de basculer. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est crucial de le comprendre parce que ces changements, ils ne font pas que dicter les gros titres, ils déterminent le prix de l'énergie mondiale pour les décennies à venir. Tout à fait. Ça impacte directement l'économie globale. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice, qu'on peut garder en tête après avoir lu tout ça. Si aujourd'hui les sanctions économiques mondiales et les blocus navals physiques peuvent être contournés si facilement, avec de fausses identités en mer et de nouveaux pipelines sous les déserts, est-ce qu'on doit considérer que l'arme économique, qui est quand même le pilier de la diplomatie occidentale depuis un siècle, est devenue totalement obsolète? Et si les routes physiques ont été réécrites, à quel moment ces mêmes pays vont-ils décider de contourner la route financière, je veux dire par là l'hégémonie du dollar américain? C'est la prochaine étape logique en effet. Voilà de quoi cogiter en suivant les prochaines actualités internationales. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration complexe et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la géopolitique mondiale.